la communauté Inspire the Change. Merci Patrick Vivray d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce temps. Alors Patrick, je pourrais l'interviewer des heures. En fait, je pourrais aussi l'écouter des heures sans lui poser de questions. Parce que Patrick, pour moi, est d'une richesse de réflexion, voilà, très nourrissante pour moi. Donc on va essayer de vous présenter dans un format assez court la richesse de la pensée et des manières d'œuvrer dans le monde de Patrick. Donc pour présenter Patrick Vivray, on le présente, mais c'est un homme multicarte, multipotentiel aussi, philosophe, alter-économiste, politologue, participant actif du Forum social mondial. Il a notamment cofondé les rencontres internationales Dialogue en humanité. Je trouve déjà ce terme magnifique, le dialogue en humanité. Et il est fondateur du projet d'interaction, transformation personnelle, transformation sociétale, auquel je participe, parce qu'il parle pour moi vraiment de cette inspiration intérieure avant d'aller expirer dans le monde, œuvrer dans le monde. Et moi, ça me parle énormément. Alors Patrick, je vais te laisser poursuivre sur... Alors moi, j'utilise le mot engagement. Certains utilisent plutôt, dans les anglo-saxons, le terme activiste. D'autres, militant. Qu'est-ce que pour toi, ça signifie tout ça, cette œuvre dans le monde avec un côté militant, engagé quelle est toi ta manière, ta posture et ta manière d'agir dans ces domaines-là? Et dans quel domaine, toi, dans quelle cause, on va dire, tu œuvres préférentiellement? Alors, moi, comme tu l'as rappelé, j'ai un long parcours, puisque je suis né en 48, donc j'ai 72 ans, et j'ai toute une partie de ma vie où des termes tels que engagement, militantisme ont résonné pour moi. Aujourd'hui, je préfère plus des termes d'implication, de motivation, de citoyenneté, parce que ce qui me paraît le plus important, c'est justement la qualité de conscience et de motivation que l'on peut avoir dans une action. Le terme d'engagement, je l'utilise moins parce que des fois il renvoie à ce que j'ai appelé une forme de militantisme sacrificiel, c'est-à-dire on se dévoue à une cause, mais du même coup on perd en énergie intérieure, et ce qu'on perd en énergie intérieure, non seulement on le paye soi-même, mais on le fait payer aux autres. Moi, c'est ce que j'appelle la logique des bénévoleurs face aux bénévolés, parce que du même coup, ils font payer cher leurs dons. Et pour moi, ce qui est une des clés, c'est ce que le philosophe Spinoza nomme la joie, mais que j'exprime d'une façon plus simple, qui est se sentir intensément vivant n'empêche pas de pouvoir le vivre dans la sérénité. Donc c'est ce couple de l'intensité et de la sérénité qui me paraît constituer une alternative à ce qu'on trouve souvent, y compris dans le militantisme, qui est le couple excitation-frustration, et souvent la frustration va jusqu'à la dépression, et du coup on ne ressort de la dépression que par une excitation de niveau supérieur, et ça s'appelle l'addiction. Alors ça peut être l'addiction à l'argent, ça peut être l'addiction à la gloire, ça peut être l'addiction au pouvoir, mais c'est justement ce que quelqu'un comme Spinoza appelle les passions tristes. Et dans tous les univers que j'ai côtoyés, que ce soit l'univers militant, l'univers intellectuel, l'univers d'institutions telles que la Cour des comptes, où j'ai été aussi dans des missions interministérielles, je me suis rendu compte à quel point ce phénomène addictif était très, très présent, et qu'il vous déportait. Et d'ailleurs, quand on est dans ce rapport-là, c'est un rapport qui, dans le rapport à la nature, conduit à la prédation,
extractivisme, productivisme, dans le rapport à autrui conduit à la rivalité, parce que si je manque d'énergie intérieure, ben, évidemment, je vais aller la piquer à autrui, et si je manque d'énergie intérieure et que je suis dans une guerre avec moi-même, ben, ça va s'appeler la dépression. Et donc, construire au contraire cette alternative positive qui est la possibilité de se sentir intensément vivant, ce qui se passe dans l'excitation, mais dans l'excitation c'est un moment éphémère et qui va être suivi ensuite de frustration ou de dépression, alors qu'on a la possibilité avec l'intensité de se sentir pleinement vivant dans le rapport à la beauté, dans le rapport à l'amitié, dans le rapport à l'amour, dans le rapport à la recherche, toutes les formes, on peut se sentir complètement intensément vivant, et cette intensité-là, elle vous met pas en déséquilibre et elle crée en même temps des conditions de sérénité, de lâcher de prise, de sortie de l'angoisse, du stress, etc. Et ça, je considère que c'est autant un enjeu de transformation personnelle, puisque tu évoquais cette proposition qu'on a faite d'ailleurs de façon significative pour la première fois lors du Forum social mondial de Porto Alegre, donc un lieu qui a priori est plutôt voué à une logique de transformation structurelle et collective. Et donc la joie, elle est à la fois de l'ordre de la transformation personnelle, mais elle est aussi de l'ordre de la transformation non seulement collective, mais même politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on a des acteurs qui n'ont pas cette énergie intérieure, quelle que soit leur volonté transformatrice, elle finit toujours à un moment donné par construire de la rivalité, de la prédation ou de la dépression. C'est pour ça que pour moi, ces éléments sont profondément liés. C'est ce que tu rappelais dans le manifeste d'Osons les jours heureux, où tu parles tu fais une rétrospective des mouvements transformateurs de l'histoire, tels que le communisme et d'autres, qui en fait se sont soldés par des échecs et des destructions humaines fortes, parce que mus par des moteurs qui n'étaient pas ceux de la joie et de l'humanité quelque part. Oui, si on peut prendre des exemples célèbres, par exemple, quand on prend Proudhon et Marx, Dieu sait si tous les deux ont eu une influence considérable et qui continuent à avoir des effets encore aujourd'hui, avec d'un côté les mouvements libertaires, les mouvements de l'économie sociale et solidaire, les mouvements issus du marxisme. On voit bien aussi la postérité, même si elle a été souvent dramatique. Mais quand on regarde le rapport entre Proudhon et Marx, on voit bien que au départ, c'est un rapport d'admiration mutuelle, et puis assez rapidement, ça va être un rapport de disqualification mutuelle. D'ego ? Et alors, il y a de l'ego, mais il faut bien voir, derrière l'ego, il y a des blessures de reconnaissance. Hein, et c'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à l'approche d'Édouard Glissant sur les formes archipels, pas au sens de Jérôme Fourquet qui n'a retenu d'un archipel que la fragmentation des îles. Chez Édouard Glissant, il y a à la fois la reconnaissance de ce qu'il appelle les identités racines, donc là ça renvoie justement à l'enjeu fondamental de la reconnaissance, mais il y a aussi ce commun à construire et qui justement n'appartient à personne. Et si je reprends un exemple tel que Proudhon et Marx, si au lieu de se disqualifier mutuellement, ce qui se passe au moment de la polémique entre philosophie de la misère et misère de la philosophie et les métastases que ça va ensuite produire à cause de cette disqualification. S'ils avaient été capables de mettre en œuvre ce qu'on appelle aujourd'hui dans des mouvements de citoyens une construction de désaccord, c'est-à-dire repérer ce qui est de l'ordre du malentendu, du soupçon, du procès d'intention, le dépasser pour repérer ce qui est de l'ordre du vrai débat
Mais de l'intériorité profonde aussi. À la fois de l'intériorité profonde, mais aussi de ce qui fait débat et qui est tout à fait légitime et qui fait que on apprend davantage d'un accord, d'un désaccord que d'un accord, ce qui est normal parce qu'il y a évidemment des éléments de connaissance, d'enrichissement mutuel, etc. Mais on ne peut apprendre d'un désaccord que pour autant qu'on n'a pas été dans la toxicité du soupçon et du procès d'intention. Et donc cet exemple que je prends avec Proudhon et Marx, dont les métastases, parce que 99% des gens n'ont pas lu ni Misère de la philosophie, ni Philosophie de la misère. Mais par contre, les métastases de cette disqualification mutuelle, on les paye encore aujourd'hui. Oui. Alors qu'inversement, la fécondité des débats qu'ils auraient pu avoir, on en aurait aujourd'hui les bénéfices. Et je le dis pour Proudhon et Marx, mais je pourrais le dire tout autant pour Rosa Luxembourg, la plupart des grands révolutionnaires ou la plupart des grands réformistes, et je pourrais le dire tout aussi bien aujourd'hui pour des écologistes, etc. Et là, on voit directement le lien entre justement des enjeux de l'ordre de la transformation personnelle et les effets en termes de transformation collective que ça peut produire. Et pour justement revenir à notre époque actuelle, alors là on sort du Covid Big Bang comme j'aime à l'appeler, on est face à ce que certains appellent le mur écologique. Comment tu vois toi les mouvements écologiques au sens large qui partent de constats que moi j'appelle dépressifs, de peur de la finitude, de peur de la fin du monde, pour faire un résumé un peu cash. Que penses-tu de ces postures-là qui en fait mettent en mouvement à partir de constats désespérants quelque part? On parle de dépression écologique, je ne sais plus le terme, il y a un concept qui a été créé à partir de ce mot de dépression écologique. Et il y a aussi tous ces termes de résistance créative, le pouvoir de la colère, la saine colère, tout ça. Comment toi tu perçois ces différents moteurs qui peuvent être ambivalents en fait, selon où ils sont placés intérieurement, selon comment ils sont mis en mouvement dans la... Alors il se trouve qu'on a organisé il y a quelques mois justement un exercice de construction de désaccords entre d'un côté des personnes telles que Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, Raphaël Stevens, donc qui sont du côté de ce qu'on appelle la collapsologie, les risques d'effondrement, et puis de l'autre côté des personnes qui étaient plutôt critiques de cette conception, comme Jacques Lecomte, comme Geneviève Ancel, comme Isabelle Delannoy, etc. Ce qui était très intéressant, c'est que au bout d'un certain temps, on voyait bien les zones où il y avait des vrais débats qui se construisaient, mais on voyait bien aussi qu'il y avait une part très importante de malentendus, et ce malentendu vient notamment du fait qu'il y a deux modalités très différentes de traitement des angoisses chez les êtres humains. Et c'est vrai aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif. Il y a des personnes pour lesquelles la modalité de traitement d'une angoisse, c'est justement de l'affronter. C'est de dire, si le pire de ce que je crains se produit, qu'est-ce qui se passe? Et ils vont retrouver des ressources de vie dans cette représentation du pire. Par exemple, quelqu'un comme Pablo Servigne disait, mais justement, moi, ma démarche, qui est une démarche très positive et qui va vers l'entraide, et d'ailleurs avec Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, ils ont écrit un livre sur l'entraide que Jacques Lecomte, qui les critique, reconnaît qu'il aurait pu l'écrire aussi. Mais là, on passe à ton livre Fraternité, j'écris ton nom. Ah, voilà, oui, mais qui est aussi écrit après les attentats de Charlie, de novembre, etc. Et on a cette modalité-là, et puis on a les modalités
par exemple de quelqu'un comme Jacques Leconte et Geneviève Ancel, qui est quasiment inverse, qui dit « moi je ne peux avancer que si je me tourne vers ce qui est source d'espérance. » Et au fur et à mesure qu'on avançait, on disait ben, reconnaissons que ces deux modalités sont justes, existent et pertinentes pour chacun. Et la grande question, c'est comment on en fait un bon usage tel que, au total, et d'ailleurs, ils se retrouvaient ensemble pour être dans une énergie créative du côté de l'entraide. Et par exemple, avec la pandémie actuelle, un Pablo Servigne et un Jacques Leconte avaient finalement des actions qui étaient tout à fait convergentes, et même sur certains points comparables. Et donc, ça nous a beaucoup intéressé, cette construction de désaccords, parce que au bout d'un certain temps, au lieu de se renvoyer mutuellement la balle, ce qui est le propre d'un procès d'intention, disant oui, mais si tu dis ça, ça va entraîner telle conséquence, etc. Il y a un moment donné où ils ont fini par s'écouter et dire ah ben, je comprends mieux non seulement ta réaction à toi, mais derrière ta réaction à toi, il y a des milliers de personnes qui réagissent comme ça. Et je le comprends mieux. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, mais je comprends que des personnes puissent fonctionner comme ça, et je te demande simplement de comprendre que moi, je puisse fonctionner comme ça. Et moi, ça m'a d'autant plus intéressé que d'une certaine façon, moi, j'ai ces deux modalités en moi, parce que ma modalité presque première, c'est une modalité tragique. Contrairement, la plupart des gens me prennent pour un optimiste invétéré. Monsieur Buenvivi. C'est pas du tout. Ma première modalité, c'est d'envisager le pire. D'accord. Et à partir de ce pire, de dire, même dans le pire, il y a des énergies de vie qui sont mobilisables. Et à ce moment-là, qui peut le plus, peut le moins. Si je suis capable de dire, c'est ce que disait Solzhenitsyn au cœur du goulag, si le mensonge doit régner sur le monde, au moins que ce ne soit pas par moi. Ou Etty Lezoun capable de témoigner de la joie alors même qu'elle était en camp de concentration. Ou mon ami Stéphane Hessel, quand je lui posais la question, qu'est-ce qui te donnait cette énergie de vie alors même que tu étais aux portes de la mort? Et Stéphane me répondait, ben, c'est grâce à la poésie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé, me disait-il, à me réciter par cœur des poésies, et il était encore capable, à 95 ans, je me souviens quand on a fêté son anniversaire, de réciter ses poèmes par cœur. Donc ça, c'est la modalité de dire, ok, j'envisage le pire, et je me rends compte que même dans le pire, les forces de vie sont mobilisables. Ah, c'est intéressant. Donc ça, c'est une modalité. Mais je comprends tout à fait que ça puisse couper les jambes. Que ça puisse couper d'autres gens, et qu'ils aient au contraire besoin de rentrer par une autre voie, qui est la voie positive, qui est la voie de l'espérance. Et à ce moment-là, évidemment, eux aussi, à un moment donné, ils vont rencontrer le tragique, parce que le tragique, il fait partie de la vie. Mais ils le rencontreront dans un itinéraire où ils se sont donné une force de vie suffisante au départ qui leur permettra de rentrer. Mais une fois qu'on a compris ça et que c'est présent aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif, sociétal, voire politique, ben à ce moment-là, on peut à la fois voir la fécondité qu'il y a dans ce désaccord et en même temps les éléments de convergence que l'on peut en retirer. Et tout à l'heure, tu parlais de quand il y a quelque chose qui moi je dirais qui me fait peur, je le reformule comme ça, allons l'affronter. Tu as utilisé ce mot affronter pour, par exemple, les Pablo Servigne et les collapsologues. Et moi, j'aurais dit plonger dedans, tu vois. Donc, du coup, en termes de sémantique ou d'énergie de ces mots-là, tu vois, c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que pour moi, dans la stratégie du choc, la stratégie du choc me coupe les jambes, justement. Et ça m'intéresse justement parce que tu as cette ambivalence, ces dualités que tu as harmonisées, parce que c'est ça la beauté de la vie, c'est d'arriver à faire la paix avec ces dualités.
Et justement, où tu trouves dans ce choc, cet affrontement, finalement, des manières de le dépasser. Et je trouve très beau quand tu parles de Stéphane Hessel et de la poésie. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui pour toi fait que ils se sont parlé? Est-ce que c'est justement dans quelque chose qui n'était plus de l'ordre de l'intellect et du mental qui argumente, qui dissèque, qui divise, qui réfléchit, qui analyse? Est-ce que c'était pas plutôt quelque chose d'impalpable, une autre dimension de l'ordre du sensible, de l'ordre de la connexion de cœur à cœur, où ils ont fini par peut-être tomber des armures à force d'échanger, sentir l'humanité de l'autre à l'intérieur, au-delà de la réflexion intellectuelle, tu vois, et des postures, venir sentir quelque chose qui les a unis et que j'oserais dire, tu m'expliqueras, tu me corrigeras ou tu nuanceras ce que toi tu appelles la force de l'éros, la force tu vois, du buen vivir, du bien vivre ensemble et voilà, comment tu... Là encore, moi tel que je le ressens, c'est la tension dynamique entre deux éléments. Par exemple, moi ça ne me gêne pas d'utiliser des termes tels que résistance si la résistance est créatrice et n'est pas une révolte désespérée. Ça ne me gêne pas d'utiliser un terme tel que conflit à condition de distinguer le conflit de la violence. Je considère même que un des grands enjeux, par exemple, d'une démocratie, c'est de transformer de la violence en conflit et c'est de transformer des ennemis en adversaires. Parce que la violence, c'est une violence d'éradication, de refus de l'autre, alors qui peut aller jusqu'à la violence de l'éradication physique, mais tu peux aussi avoir des violences d'éradication psychique de l'autre. L'autre disparaît. Le conflit, c'est très différent. Dans le conflit, tu as du commun avec l'autre. Tu as le co. Oui, justement. Ah ouais. Et donc, transformer de la violence en conflit, transformer des ennemis en adversaires, c'est un immense progrès qui n'empêche pas du tout qu'il n'y a pas simplement cette dimension-là, qu'il peut y avoir d'autres dimensions telles que l'amour, etc. Mais si déjà on est dans une logique du conflit plutôt que de la violence, de l'adversaire plutôt que de l'ennemi, une très grande partie de problèmes qui menacent l'humanité elle-même, au point qu'elle risque de s'annihiler, changerait de nature. Donc ça c'est une première tension dynamique que personnellement je trouve intéressante de mettre en place et qui fait que à ce moment-là, je peux comprendre des personnes qui vont utiliser des termes tels que conflit, résistance, etc. Mais à ce moment-là, je vais les alerter sur le fait que la résistance, oui, mais est-ce que c'est une résistance créatrice ? Sinon, elle tourne à la révolte désespérée. Du conflit, oui, mais est-ce que c'est justement du conflit qui est sorti de la violence ? Et qui, quelque part, accueille l'autre. Et etc. Parce que, par exemple, la différence entre un ennemi et un adversaire, c'est que dans l'adversité, tu peux combattre des rôles sociaux. Tu peux dire, là, il y a une logique qui me paraît destructrice pour l'humanité, parce que, par exemple, la guerre, le crime, la corruption, etc., sont des menaces extrêmement importantes, et donc je trouve légitime de rentrer en conflit contre la spéculation, contre les ventes d'armes, contre l'économie du crime, etc. Pour autant, tu n'identifies pas les personnes à leurs rôles sociaux. Il y a un exemple célèbre dans l'histoire religieuse, c'est le personnage de Saül devenu Saint Paul. Si on identifiait Saül, le persécuteur des chrétiens, et qu'on oubliait que l'être humain pouvait bouger, en gros, on se prive de ce qui a été l'essentiel de l'histoire du christianisme et qui est venu du fait qu'il était capable
de conversion intérieure, et on peut le donner dans tous les exemples. Et dire ça, à ce moment-là, ne va pas fermer la porte, bien au contraire, d'un pas supplémentaire du côté de l'altérité, qui sera du côté de l'amour sous toutes ses formes, oui. Du côté de l'éros comme forme de vie. C'est-à-dire que, par exemple, le manifeste convivialiste utilise beaucoup l'expression de Marcel Mauss, qui est s'opposer sans se massacrer. Et je dis, oui, c'est un progrès d'apprendre à s'opposer sans se massacrer, mais on peut aller plus loin que simplement l'énergie de l'imitation qui se passe quand on passe de la violence au conflit. Et aller plus loin, c'est justement considérer à ce moment-là que l'autre est une chance. L'autre est un mystère, l'autre est un univers qui fait que, avec autrui, je vais devenir avec lui compagnon de route en humanité, ouais. Pour reprendre une expression qu'on utilise dans les dialogues en humanité. Donc les deux modalités d'entrée, là aussi, elles sont possibles. Et quelqu'un comme Stéphane Hessel, c'était à la fois quelqu'un qui était un grand résistant, ouais. Mais c'était aussi quelqu'un qui était dans l'émerveillement de la beauté, de la poésie et de la contemplation. Et les deux éléments pouvaient être réunifiés en lui. Et quand justement tu parles de compagnon dans l'autre qui n'a pas les mêmes visions que toi, du monde, de manière plus ou moins dure, on va dire, confrontante. Comment toi, dans quoi tu œuvres avec cette posture, toi justement, et avec qui tu peux te retrouver, si tu peux me donner des exemples concrets voilà, avec ces personnes-là où on est sur des visions du monde totalement différentes, mais où je l'accueille en me disant que finalement, moi j'aurais tendance à pousser le bouchon très loin en disant finalement, qu'est-ce qu'on sait de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est la bonne vision. Parce que quand on voyage et qu'on découvre justement la richesse humaine, on se rend compte que quel est le juste tout court, quoi. Qui a raison, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que nous qui sait très bien où il va et finalement on fait notre mieux et dans l'accueil de l'autre. Et toi, quels sont les sujets concrets, les actions ou les causes, on va dire, dans lesquelles tu as eu justement à gérer ça, et comment toi tu le portes vraiment dans tes actions publiques, dans tes projets, quand tu as à discuter avec des gens qui ne sont pas du tout dans la même vision que toi, comment tu le prends compagnon, finalement on n'est plus en face mais on est côte à côte et on avance ensemble Alors d'abord, moi souvent je me suis défini comme un passeur-cueilleur, y compris comme distance humoristique avec les chasseurs-cueilleurs, justement parce que je pense qu'il faut sortir de l'univers de la chasse. Mais j'aime bien établir des passerelles, et dans ma vie à la fois personnelle, professionnelle et citoyenne, je me suis souvent trouvé à la jonction de mondes qui, eux, ne se parlaient pas. Oui. Et ça m'a beaucoup intéressé. Quand, par exemple, je me suis retrouvé à la Cour des comptes, ce qui était vraiment un univers institutionnel très, très particulier, et que, par ailleurs, je continuais à être dans des réseaux qui étaient proches de ce qu'on a appelé dans les années 70 l'autogestion. C'était deux univers radicalement différents. Quand j'étais en lien d'un côté avec un univers d'entreprise et puis de l'autre côté un univers altermondialiste, quand j'étais dans un univers plus intellectuel parce que j'étais rédacteur en chef de revues comme Transversal Sciences Culture et des univers qui étaient beaucoup plus dans l'action, j'étais en permanence confronté à ces chocs d'univers. Et par rapport à ça, soit je vivais ça dans le déchirement. Oui, c'est ça, l'écartèlement. Voilà, l'écartèlement, et à ce moment-là, je le vivais mal.
Et à un moment donné, je me suis dit, non, il y a une autre posture qui est possible, qui est au contraire la posture d'abord de la curiosité. Oui. J'ai la chance d'être en contact avec des univers différents, donc je vais essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui les anime, quels sont leurs systèmes de représentation, de croyances, d'implication dans l'action. Donc là, il y a beaucoup d'éléments de curiosité, et la curiosité, elle apprend beaucoup de choses. Et puis après, là que je me suis dit, peut-être que un de mes rôles, une de mes missions de vie, un de mes métiers, j'aime beaucoup le mot métier qui rassemble en latin la notion de ministère au sens de service et de mystère. Donc c'est un ministère mystérieux, un métier. Donc c'est tout sauf un job ou un emploi. Hein, puisque on n'est pas dans le trépalion. Voilà. Et emploi, ça veut dire être plié à, alors que justement dans un métier, on se déploie. Bon, je me suis dit, oui, peut-être que mon métier ou un de mes métiers, c'est d'être justement un passeur, et à la fois un passeur et un cueilleur, parce que je ne peux organiser des passerelles entre ces univers différents que si je commence d'abord à cueillir, donc si j'active ma curiosité. Et je me suis rendu compte que ça avait aussi des effets très concrets en termes d'action, parce que quand je reprends le cas de deux situations, je me suis trouvé dans un rôle institutionnel avec une mission interministérielle. La première fois, c'est quand Michel Rocard était Premier ministre et qui m'avait demandé d'initier une mission sur l'évaluation des politiques publiques en France. Et la deuxième fois, une dizaine d'années après, c'était sous le gouvernement Jospin. Et c'était une mission sur les nouveaux facteurs de richesse. Si je m'étais contenté de rester à l'intérieur de l'univers institutionnel, il est hautement probable que les rapports que j'aurais faits auraient eu la destinée de 90% des rapports de ce type, c'est-à-dire le tiroir. Oui. Mais comme j'étais dans cette logique de passeur-cueilleur, avec les amis que j'avais, dans le cadre de l'évaluation, on avait créé une association qui s'appelle toujours l'Observatoire de la décision publique. Avec une dizaine d'années après, on avait créé ce qu'on a appelé le collectif Richesse. Et dans les deux cas, on s'est dit comment est-ce que cette opportunité institutionnelle, on l'utilise de façon à produire du débat public dans la société. Ça. Et à ce moment-là, on a fait converger deux éléments qui souvent relèvent plutôt de l'eau et du feu. D'un côté, de la logique d'institution et de l'autre côté, de la logique citoyenne. Mais du même coup, ça a aidé dans les deux cas. Parce que ça permettait à des acteurs qui auraient été sinon simplement dans une logique citoyenne, mais qui aurait pu être marginale, de se saisir d'un enjeu et d'avoir des appuis institutionnels. C'est comme ça que ça donnait quelques années après, par exemple, la commission Stiglitz, avec une commission internationale, 4 prix Nobel, etc. C'est pas rien que des acteurs comme ça viennent dire et confirmer ce que moi j'avais dit dans mon rapport quelques années avant, c'est-à-dire qu'on peut plus continuer avec des indicateurs tels que le produit intérieur brut qui vont mélanger des activités qui peuvent être réellement utiles avec d'autres qui sont parfaitement destructrices pour la nature ou pour les humains et qu'on va comptabiliser positivement parce qu'elles génèrent des flux monétaires. C'était pas rien que des institutions telles que la commission Stiglitz viennent le confirmer et du même coup ouvrent des pistes citoyennes. C'était pas rien sur l'évaluation des politiques publiques de dire ce que nous appelons évaluation, c'est une délibération sur ce qui fait valeur. Et en entendant le mot valeur, là aussi dans son sens fort, de force de vie. Évidemment, à ce moment-là, l'évaluation ne peut être que démocratique. Et elle génère du même coup un appel au discernement, un appel à l'éthique, un appel à la démocratie, et elle n'a rien à voir à ce moment-là avec l'évaluation comme contrôle ou comme forme de management. Et tu parlais de richesse, justement. Toi, quand tu as
quand tu as personnellement des bas, des coups de morale, etc. Justement, quelles sont les richesses intérieures que tu vas chercher pour... c'est cette curiosité? Cette curiosité, une espèce de curiosité d'introspection? C'est de repartir, et d'ailleurs je le fais à titre personnel, mais je le fais souvent par exemple dans des réunions publiques, c'est de repartir de la question qu'est-ce qui compte le plus. Donc, ouais. Et d'ailleurs c'est quelque chose de très simple. Quand tu n'as pas le moral, tu te dis qu'est-ce qui compte le plus? Mais y compris quand j'ai le moral aussi, hein, dans les deux cas de figure. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est très simple à opérer, c'est-à-dire, moi ça m'est encore arrivé il y a peu de temps, y compris avec des directeurs financiers d'entreprise, plutôt que de leur faire un topo sur un de mes bouquins, ce qu'ils m'avaient demandé au point de départ, mais je me suis dit oui, mais si je leur fais un topo, je continuerai à être extérieur. Donc, oui. Comment est-ce que je produis un déclic intérieur chez eux? Et donc, je leur ai proposé de prendre 1 minute en silence et de mettre sur un papier qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie et quels sont les mots que j'y associe. Et donc, c'est très simple à faire. Ouais. Et simplement, les mots qui sont sortis, il y avait bonheur, il y avait amour, il y avait beauté, il y avait les proches, etc. Il y avait des tas de mots comme ça. Par exemple, des mots tels que l'argent, la carrière, n'y étaient pas. Et le choc que ça a produit, et quand on a procédé ensuite à un échange, je me souviens très bien, un des directeurs financiers, il a dit, quand j'ai fait l'exercice, je me suis surpris moi-même, je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. Et 2, j'ai été surpris par les réactions des autres parce que je me suis dit, oui, mais quand je vais dire ça à mes collègues, ils vont se moquer, ils vont me prendre pour un bisounours de service. Et j'étais stupéfait de découvrir que les autres aussi avaient répondu la même chose. Et l'exercice qu'on a eu ensuite, moi, je me suis contenté d'accompagner le groupe. J'ai fait de la maïotique, en quelque sorte, au sens de Socrate, c'est-à-dire la question qui les intéressait, qui était la question des raisons pour lesquelles il y avait cette espèce de gap à l'intérieur de nos sociétés. Je leur ai dit, regardez ce qui se passe. Si vous-même, vous dites ce qui compte le plus, ça. Pour moi, c'est ça. Et après, je vous pose la question, combien de temps de vie consacrez-vous à ce qui compte le plus? À ce qui compte le plus. Et je me souviens, il y en avait un qui avait fait envie aux autres parce qu'il réussissait à avoir un quart de son temps de vie qui était consacré à ce qui compte le plus. Ça leur paraissait un objectif quasiment inatteignable. Mais je dis, voilà, là, le cœur du problème, il est là. Si on a une société, parce que c'est pas vous qui êtes particulier, et de fait, à chaque fois que j'ai refait l'expérience, ça donne les mêmes résultats. C'est ce qu'on peut appeler des fondamentaux anthropologiques. De la même façon qu'il y a des fondamentaux écologiques, on a besoin que l'air soit respirable, que l'eau soit potable, que la terre ne soit pas empoisonnée. Tout être humain, il a besoin de sens et de reconnaissance. Et à partir du moment où on se reconnaît à ce qui compte véritablement, évidemment, la façon même dont on nomme la richesse, la façon dont on va la compter, la façon dont on va l'échanger, donc tous les actes économiques de base vont se trouver transformés. Et si on est dans une période où en plus on déprime, évidemment, le fait de se dire qu'est-ce qui fait que fondamentalement la vie compte pour moi, va tout de suite être une source d'énergie créatrice. Et je dirais que en fait, c'est comme ça qu'on se connecte intérieurement à l'autre qui est différent, en se rendant compte que ce qui compte le plus, finalement, c'est la même chose. Ou en tout cas que ce qui compte aussi pour lui est pour lui source de sens et source de reconnaissance. Son sens n'est pas forcément mon sens. Sa modalité de reconnaissance n'est pas forcément ma modalité de reconnaissance, mais je peux me mettre en relation avec lui à partir du moment où je comprends ceci.
Et je trouve, voyez-vous, Oui. que c'est un beau, justement, une belle impulsion à vous lancer à la communauté, justement de prendre cette minute de silence pour d'introspection pour vous dire qu'est-ce qui compte le plus pour vous. Et je trouve que c'est un beau, j'aime bien à la fin de l'interview lancer avec mon invité un petit exercice pratique et du coup là ça serait voilà, qu'est-ce qui compte le plus pour vous. Merci Patrick pour ce moment. Je vais vous présenter quelques productions écrites de Patrick pour découvrir la richesse de la pensée de Patrick. Alors vous avez Vivre à la bonne heure, donc vous pourrez découvrir le buen vivir et que finalement on ne peut pas tout vivre, mais la question c'est de comment on le vit. La cause humaine, j'aime beaucoup le sous-titre qui est du bon usage de la fin du monde. Moi j'aime le reformuler en disant du chaos naissent les étoiles. Et le dernier, Fraternité, j'écris ton nom, donc il a été écrit après les attentats de Charlie, mais dont le titre est universel et qui ne périme pas et qui est plus que jamais d'actualité. Vous pourrez retrouver Patrick donc dans les dialogues en humanité, le mouvement Osons les jours heureux, le bien nommé. Patrick, si tu as un mot, un message de fin, je te laisse finir par le... Ah, il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, qui m'a souvent habité, c'est celle d'Alexander Lowen qui disait « Traverser la vie le cœur fermé, c'est comme faire un voyage en mer au fond de la cale ». Et donc c'est cette invitation à monter sur le pont de la vie qui personnellement m'anime et que je trouve magnifique. Et qu'importe les bourrasques et les tempêtes sur le pont. Ah ben voilà. Merci, un grand merci Patrick. Je t'en prie. Merci à tous, on va dire à bientôt. Voilà.